Madame, Monsieur, bonsoir. Charte de la majorité et PLF au menu de questions d'actu ce soir. Donc le PLF, nous revenons dessus. Il a été voté, rappelons-le, vendredi 3 décembre sur les 250 amendements proposés pour la première partie de ce projet de loi de finances. 40% ont été retirés, dixit la ministre de l'économie et des finances. Pour ce retenu, certains concernent l'investissement et la relance économique à travers notamment la réduction du montant de l'investissement qui fait l'objet d'une convention signée avec l'État. Le montant de l'investissement bénéficiant de l'exonération de la TVA et des droits de douane passera désormais de 100 à 50 millions de dirhams, ou encore la prolongation de la durée d'inscription du secteur informel dans le tableau professionnel, donc prolongée jusqu'à la fin de 2022. Jusqu'à quel point ces amendements répondent-ils aux urgences de la conjoncture actuelle? Quelle est la prochaine étape? Nous y répondrons en compagnie de nos experts. Mais avant, retour sur cette charte de la majorité prévue d'être initialement paraphée en novembre dernier. Elle vient d'être signée. Ces trois composantes l'ont présentée devant les parlementaires. Elle vise notamment, selon eux, à concrétiser une action commune et à faciliter le travail de cette majorité, que ce soit bien sûr dans le gouvernement ou au Parlement. Une vision partagée lors de cette signature par l'ensemble, bien sûr, des partis politiques formant cette majorité issue des résultats des élections du 8 septembre dernier. Et chacun de ces partis a sa propre qualification de cette charte. J'accueille à présent nos experts qui commenteront ces deux faits d'actualité. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Mustafa Srimi, politologue et professeur universitaire. Bonsoir, professeur Srimi, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Et j'ai également le plaisir d'accueillir professeur Hassan Al-Arafi, professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohamed V de Rabat. Bonsoir professeur Al-Arafi, merci à vous également de vous joindre à Question d'actu ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai le plaisir également d'accueillir Drissa Issaoui, analyste politique et économique, qui se joint à nous dans quelques instants. Alors, professeur Srimi, la charte de la majorité, peut-être que nous commencerons par un peu de pédagogie. Qu'est-ce que c'est? Et finalement, à quoi s'engagent ces trois partis de la majorité? Vous avez raison de poser cette première question. On peut se demander, il fait effectivement, à quoi sert une charte de la majorité, puisqu'il y a un gouvernement, il y a une majorité, ce gouvernement a présenté son programme, il a été investi sur la base d'un programme, et il y a donc un accord entre les trois composantes de ce gouvernement, en l'occurrence le RNI, le PAM et le Parti de l'Istiqlal. C'est présenté comme étant un contrat politique et moral, mais ça n'est pas contraignant. Nous avons une expérience, la précédente charte de la majorité du précédent cabinet Othmani avait été signée 10 mois après la formation de ce cabinet, c'est-à-dire en février 2018, et on ne peut pas dire qu'elle ait eu des effets positifs quant à la coordination et la solidarité entre les 6 composantes qu'il y avait dans l'ancien cabinet. Ma question est celle-ci, qu'est-ce que ça ajoute une charte de la majorité? Ça ajoute le fait que vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis des signataires, il y a là une sorte d'obligation morale, éthique à respecter un certain nombre de principes, lesquels, principe de solidarité, le principe de l'efficacité, le principe d'un réel partenariat entre ces trois composantes de la majorité. Ce qui est intéressant tout de même dans cette charte, c'est au-delà de ces principes, ils sont allés plus loin parce qu'ils ont rajouté 2 choses, si je puis dire. La première, c'est qu'ils ont élargi la concertation à une dimension territoriale et partisane. Territoriale en associant les présidents de régions relevant de leurs partis respectifs. C'est intéressant d'écouter les régions. Et le deuxième élargissement, c'est en direction des partis, c'est-à-dire que ça n'est plus une affaire seulement des 3 dirigeants de partis, c'est également une contrainte, une charte qui va se décliner sur plusieurs niveaux.
au niveau parlementaire avec la participation et l'implication des présidents de groupes parlementaires, mais également au niveau des structures de ces trois partis, au niveau local, au niveau régional, etc. Et je crois que c'est intéressant. Le deuxième élément qui est intéressant ici, c'est le fait qu'il y a donc des mécanismes de concertation. Je pense que M. Aziz Akhnouch et les deux alliés Nizar Baraka et Latif Wahbi ont tiré les conclusions de la précédente expérience qui n'avait pas été probante et ils ont tenu donc à mettre sur pied des mécanismes de renforcement de cette charte de la majorité. Évidemment, ces trois partis ont des parcours historiques différents. C'est ça. Sont justement, professeur Srimi, donc que l'on connaît. Est-ce que vous pensez, je me permets de vous interrompre parce que c'est très intéressant de parler de cette complémentarité entre ces trois partis. Est-ce que vous pensez que ce soit réaliste? Vous avez évoqué un point très intéressant, celui du rôle des régions et notamment des parlementaires. Est-ce que vous pensez que ces trois partis-là, selon bien sûr l'historique de chacun et selon aussi le programme électoral qui a été présenté de chacun, ils ne sont pas semblables, ils ne sont pas égaux. Est-ce que vous pensez que ce soit réaliste ou on se dirige plutôt vers une complémentarité? Cette complémentarité peut-elle marcher selon vous et pour le gouvernement, mais aussi pour le Parlement? Ce que je puis dire, c'est que dans le discours officiel des trois partis, tel qu'il a été présenté il y a 2 jours à Rabat, au siège du RNI d'ailleurs, il y a l'affirmation d'une volonté commune de donner forme et contenu à cette charte de la majorité. Mais il est bien évident qu'il y a plus que des nuances entre les programmes des uns et des autres. Je fais une mention particulière à un programme qui est celui du Parti de l'Istiqlal, qui est marqué par davantage d'inflexion, si je puis dire, au profit des classes moyennes et aussi sur la politique sociale. On va voir à l'épreuve de la pratique parlementaire gouvernementale s'il n'y aura pas des tonalités différentes mettant à mal cette charte de la majorité. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est une charte de la majorité qui n'est pas contraignante, un engagement éthique pris vis-à-vis des responsables de ces partis, vis-à-vis de leurs élus, des électeurs. J'aurais une dernière observation, si vous permettez. J'ai relevé que cette charte de la majorité ne faisait aucune référence aux axes stratégiques du nouveau modèle de développement. Et pour moi, c'est un élément d'interrogation, alors que la charte parle d'un projet politique commun et de développement commun, je cite, mais il n'y a aucune référence. Et donc, il y a là un élément d'interrogation qui me paraît devoir être signalé. À juste titre, professeur Srimi. Driss Issaoui, donc je vous repose un peu la même question, mais différemment. Quels sont les messages, selon vous, notamment dans le contexte actuel, et sur ce dernier point que vient d'évoquer professeur Srimi? Est-ce que finalement, cette charte de la majorité, sa boussole ne devrait-elle pas être, même ça doit être la boussole du programme de ce gouvernement, mais par rapport à cette charte de la majorité, sa boussole ne devrait-elle pas être le nouveau modèle de développement? En principe, les trois partis ont signé justement une déclaration d'intention. Il est vrai que l'historique récent ou ancien des trois partis est très différent. Il porte même les germes de la discorde. Mais je pense que la volonté politique a été telle que les trois partis sont aujourd'hui engagés dans cette voie de la coordination, dans cette voie de la concordance, pour faire en sorte que les trois partis puissent travailler de la manière la plus intelligente. Pourquoi ? Par exemple, on a parlé, et je remercie M. Srimi pour toute l'explication pédagogique qu'il a donnée à cette convention. Pourquoi l'avoir élargie au territoire? Pourquoi l'avoir élargie aux parlementaires, etc. Pourquoi? Parce que c'est de là où viennent les discordances. Et c'est de ça qu'il s'agit, qu'il faut gérer en bonne intelligence, bien entendu. Toutes les possibilités et les situations qui vont se présenter devant le gouvernement actuellement composé de trois partis. Parce que nous, quand on a vu que trois partis sont venus en tête des élections, on s'est dit, tiens, ça c'est
une belle opportunité pour que le gouvernement puisse effectivement faire des choses intéressantes. Il est vrai que l'ancienne coalition gouvernementale qui était composée de 6 partis politiques n'a pas pu travailler à l'aise. Pourquoi? Parce que personne, aucun parti politique n'a espéré, n'a pu justement se délaisser de ses choix et de sa nature véritable. Et que finalement, le chef du gouvernement qui devait être un chef d'orchestre pour arranger et arrondir les angles, était obligé souvent de déclarer forfait devant les difficultés qu'il avait avec les partis politiques. Alors, ce que nous espérons aujourd'hui, ce que les 3 partis politiques actuellement engagés dans l'action gouvernementale vont pouvoir répondre et surtout respecter les engagements pris par les 3 chefs de partis politiques et travailler en bonne intelligence et en concordance totale pour les besoins de l'économie nationale. Le Maroc aujourd'hui, il a la chance et la possibilité d'avoir une direction, celle choisie par le nouveau modèle de développement et qui met l'homme au centre des préoccupations et qui donne la possibilité au gouvernement de pouvoir agir dans ce sens-là. C'est du moins ce qu'on peut espérer jusqu'à maintenant. La convention est là, les déclarations d'intention sont là, mais maintenant, nous, on attend la mise en œuvre réelle, parce que nous n'oublions pas que le Maroc est en train d'officier dans une conjoncture économique et politique marquée par la crise. C'est ça le problème. Et que, de toutes les manières, vous l'avez dit dans votre présentation, même pour les choix budgétaires, on était obligé de diviser par 2 les ambitions et qu'il fallait se rendre compte qu'en fin de compte, il faut sauver l'essentiel, à savoir le bien-être et tout ce qui touche aux citoyens en termes d'achat. Alors, nous allons y revenir. Nous allons revenir, si Drissa Issaoui. Professeur Al-Arafi, justement, puisqu'on parle, donc vous êtes professeur en finances publiques, je le rappelle, puisqu'on parle de cette charte de la majorité, mais tout particulièrement par rapport aux choix budgétaires, selon les tendances et selon les programmes des 3 différents partis qui composent cette majorité gouvernementale bien sûr et parlementaire. Est-ce que vous pensez que ce soit que la concertation, qu'il n'y ait pas beaucoup de dissonance entre cela et qu'une synergie et une complémentarité soient possibles dans les choix budgétaires, bien évidemment? Ok. Merci. Je pense, comme il a été souligné tout à l'heure par le professeur Seni, le pacte ou la charte de la coalition de la majorité n'est pas ici un document juridique ou constitutionnel. Donc, c'est un document à caractère moral et éthique et à caractère politique, strictement politique, qui concerne que les partis signataires. Et donc, ce n'est pas un document sur lequel il y aurait des votes où il donne une feuille de route, parce que la feuille de route, c'est le programme du gouvernement. Et donc, mais sur ce point, en relisant ce document, je pense qu'il est marqué par une certaine détermination dans le choix des vocables qu'il a utilisés. Et je peux souligner d'abord qu'il a utilisé le mot d'une nouvelle expérience politique adossée à une culture dite différente en termes de gestion, mais sans donner des explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je pense que la nouvelle approche de gestion, ce qu'on appelle New Public Management au niveau du gouvernement, c'est la loi organique des finances. Donc, il est attendu du gouvernement, à travers ce pacte, de donner un bon souffle et un souffle réel aux dispositions de la loi organique des finances qui établit les bonnes règles de gestion de la chose publique et des finances publiques. Deuxièmement, lorsque le pacte parle de priorités dites claires, ça veut dire dites claires. Dites claires, moi je le lis à l'harmonisation des politiques publiques. Aujourd'hui, le gouvernement a institué un ministère, un département gouvernemental chargé de l'harmonisation et de l'évaluation
des politiques publiques, quoique j'ai une réserve sur le terme évaluation des politiques publiques, parce que ce n'est pas l'attribution du gouvernement. Constitutionnellement, c'est le Parlement qui évalue les politiques publiques, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement, il est chargé uniquement du suivi, pas de l'évaluation. Et quand on parle de priorité dite claire, signifie que le gouvernement devrait présenter un diagramme logique, ce qu'on appelle dans les termes de management public, le diagramme logique, qui présente qui fait quoi et les responsabilités, tout en sachant aujourd'hui qu'il y a un grand manquement au niveau de la loi organique des finances, c'est que le gouvernement il raisonne toujours en termes de ministères et des secteurs et pas en termes de mission de l'État, comme c'est le cas par exemple dans quelques pays comme la France, l'Espagne, etc. Et donc, il est attendu à travers ce pacte, même qu'il a un caractère strictement politique, qui nous définit dans un programme, dans un autre document, quel est le diagramme logique du gouvernement. Je vous donne un petit exemple. Si on parle de lutter contre l'abandon scolaire, ce n'est pas l'apanage exclusif du ministère de l'Éducation nationale, mais il y a beaucoup de ministères qui s'interfèrent et il faut qu'ils établissent un contrat, ce qu'on appelle un contrat objectif moyen, qui détermine les résultats intermédiaires et les résultats finaux de tout un chacun. Et puis, également, le pacte, il a évoqué aussi la question de l'agenda bien défini. Moi, je le lis directement aux indicateurs prospectifs qui ont été déclinés au niveau du programme de gouvernement. Cet agenda bien défini signifie qu'il y a une matrice dans laquelle tel projet, tel programme, il devrait être exécuté. Voilà les indicateurs de référence, voilà les indicateurs de réalisation prévisionnelle, voilà l'imputabilité en termes de responsabilité en charge, etc. Et aussi, on a lu dans cette charte que le gouvernement évoque une vision nouvelle fondée sur la coopération constructive, mutuelle, etc. Bon, c'est un langage politique, mais quand je raisonne en tant que financier, c'est une vision nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire, une vision nouvelle? Quelle était l'ancienne vision pour qu'on parle aujourd'hui d'une vision nouvelle fondée sur la coopération constructive, mutuelle, etc. Et aussi, la charte a évoqué la question de la rupture avec certaines pratiques du passé qui empêchaient d'ériger les institutions de la coalition en les instances d'élaboration des solutions. Je pense, il me semble que ce pacte a vocation, comme je disais, strictement politique. Il vise à donner un message que les rangs de la majorité est bien renforcés afin d'éviter durant les 5 années prochaines du mandat de ce gouvernement des clashs ou de tout potentiel de différends. Donc, il y a des termes forts qui ont été utilisés de le pacte, quoique ce ne sont pas les mêmes termes qui ont été utilisés dans le programme de gouvernement. J'aurais aimé que les termes utilisés, l'expression claire, bien définie, nouvelle gestion, qu'ils soient établis au niveau du programme de gouvernement, parce que c'est le document constitutionnel de redevabilité de ce gouvernement. Ce pacte, il a un caractère strictement politique. Voilà. Très bien. Alors oui, c'est intéressant. Donc des termes forts, beaucoup de premières fois, beaucoup de nouveautés, beaucoup de... c'est-à-dire, on va de l'avant avec vraiment des engagements assez forts. Professeur Srihimi, l'audace, est-ce que vous pensez que ce gouvernement en aura plus que les autres ? Je vais vous répondre ceci. D'abord, pour ce qui a été dit par mon collègue, je voudrais donner un avis différent. Le gouvernement est tout à fait compétent pour faire une évaluation des politiques publiques. C'est dans le cadre de sa mission. Évidemment, constitutionnellement, le contrôle appartient au Parlement, mais on ne peut pas priver le gouvernement dans son secteur, à l'occasion de conseils de gouvernement, d'ailleurs, etc., de faire une évaluation des politiques publiques, de corriger. Premier point. Deuxième point, pour que ça fonctionne de manière optimale, il y a des prérequis qu'il faut tirer d'ailleurs de la précédente expérience du cabinet Othmani. C'est quoi les prérequis? C'est qu'il y ait un leadership. Mais un leadership pas vertical, évidemment, un leadership qui associe les deux alliés. Il faut qu'il y ait une commune volonté de donner sens et contenu à cette charte de la majorité.
il faut également autre chose, c'est qu'il y ait des objectifs précis. Le texte fait référence à un agenda. Pour l'instant, il n'y a pas d'agenda précis. On l'a vu et dans le discours du chef du gouvernement au Parlement, discours d'investiture, et dans la loi dans le projet de loi de finances qui maintenant a été adopté. Il y a eu un certain nombre d'indications, mais il faut des séquences, des priorités, un agenda année par année pour que les citoyens sachent exactement où l'on va et comment on y va et de quelle manière. C'est extrêmement important. Et puis, il y a, il faut le dire, un problème de communication de ce gouvernement. Évidemment, il n'a qu'à peine 2 mois, on ne peut pas lui faire griller, etc. Mais il y a des réglages à faire en matière de communication, au niveau du chef du gouvernement, évidemment, au niveau d'un certain nombre de départements et au niveau d'autres départements qui, pour l'heure, sont inaudibles. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'il y a 4-5 ministres qui occupent en termes de communication dans leur secteur respectif, mais d'autres sont totalement absents et inaudibles. Et pourquoi c'est important? C'est la communication. Parce qu'il s'agit d'expliquer, de vulgariser aux citoyens. Il y a une intelligence des citoyens qui sont capables de comprendre ce qu'on leur dit, mais il y a aussi le fait qu'il faut entraîner l'adhésion et, si possible, le soutien populaire. Rien ne pourra être mené à terme pendant cette législature, jusqu'en 2026, s'il n'y a pas un soutien politique nourri par une communication de terrain conséquente, circonstanciée. Et pour l'instant, c'est une question qui n'est pas réglée, mais faisons crédit à ce gouvernement. Il n'a que 2 mois, donc il faut lui souhaiter beaucoup de chance dans ce domaine. Très bien. Bon. Et si on parlait du rôle de l'opposition, je vais commencer avec vous, Sidriss Essaoui. Le rôle de l'opposition, est-ce qu'on peut vraiment parler d'action? Est-ce que l'opposition s'est manifestée concrètement ces 2 mois qui sont écoulés depuis la formation de la majorité gouvernementale et au Parlement? Quel est le rôle aujourd'hui de l'opposition, si elle en a un? Alors, je pense que techniquement, l'opposition est une composante qui est là. Elle est conçue par la Constitution, elle est conçue par le système politique qui est le nôtre, et en principe, la composition de l'opposition est tellement diverse qu'il est difficile de faire entendre sa voix, que ce soit dans le Parlement ou ailleurs. Les seules réactions qu'on a entendues de l'opposition, c'était des oppositions sur des aspects particuliers qui intéressent telle ou telle personne, tel ou tel parti politique, mais particulièrement à une expérience politique qui était déjà vécue. Mais maintenant, on n'a pas une voix solide de l'opposition qui peut infléchir le cours Quand vous dites, Sidriss, je vous interromps 2 secondes, quand vous dites une voix solide, est-ce que, comme on parle de leadership pour le gouvernement, on ne voit pas réellement un leadership au sein de l'opposition aujourd'hui, un porte-voix qui soit quand même assez fort pour faire entendre cette voix d'opposition? Parce que, écoutez, si l'opposition existait par cette voix, qui s'impose, on l'aurait su. Il n'y a pas une composante unique qui dit « moi, je suis l'opposition ». Et que finalement, on n'a pas senti cela au niveau des débats. C'est-à-dire que tous les amendements qui ont été présentés pour le budget, etc., sont des amendements presque individuels. Ce n'est pas une force derrière qui gère tous ces amendements. Et ça, c'est ce qui pose un problème. Parce que si les partis de la majorité ont pu justement travailler dans le cadre d'une vision avec un chef du gouvernement qui sait ce qu'il fait, etc., qui peut trancher, l'opposition n'est pas dans les mêmes odeurs. Ce n'est pas du tout la même conception du développement et de l'action politique. Aujourd'hui, peut-être qu'il faudra attendre que le gouvernement s'installe, que les 100 jours académiques puissent se passer et que pour qu'on puisse aller, à partir de là, réfléchir. Mais même les partis qui composent l'opposition, ils sont complètement déstabilisés. Pourquoi? Parce que le Maroc vit une crise économique très forte et il essaie de s'en sortir en prenant
des mesures qui sont intéressantes. Pourquoi avoir pris le terme du modèle de développement? Parce que déjà, on se projette jusqu'à 2035. Et déjà, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la logique budgétaire ou comptable de l'année fiscale. Non, on est dans une logique de développement à moyen terme ou à moyen et long terme qui nous permet de nous projeter au-delà. Et c'est pour cela que je pense disons, la coalition gouvernementale va pouvoir agir si elle reste attachée au choix qu'ils ont déjà fait, celui de réaliser un certain nombre d'objectifs qualitatifs inscrits dans la logique du nouveau modèle de développement. Je pense qu'ils ont toutes les chances de réussir si les choses restent égales par ailleurs. Très bien. Je vais poser la même question à mes deux autres invités par rapport à ce rôle de l'opposition. Vous avez évoqué le rôle de l'opposition dans le PLF. Nous y venons au PLF dans quelques minutes, mais de manière beaucoup plus globale. Professeur Arafi, et puis ensuite je poserai, n'est-ce pas, la même question à professeur Srimi, mais le rôle de cette opposition, pour certains, est obsolète. Vous en pensez quoi? La question est à moi. Oui. Ah, d'accord. Donc, je veux ajouter une petite précision par rapport à cette question d'évaluation des politiques publiques pour éviter toute interprétation qui prête à équivoque. C'est que le gouvernement évalue les programmes et les projets, pas les politiques publiques. C'est expressément défini au niveau des termes de la loi organique des finances. Il le fait à travers ce qu'on appelle les audits de performance, l'article 66. Constitutionnellement, l'évaluation des politiques publiques, c'est l'apanage exclusif du Parlement, l'article 103-101 de la Constitution. Aujourd'hui, le gouvernement peut assurer le suivi des politiques publiques, pas l'évaluation des politiques publiques. Même la Cour des comptes, en tant qu'une institution de contrôle supérieur des finances publiques, n'est pas habilitée à évaluer les politiques publiques, mais les programmes publics. C'est l'article 74. Donc, je ferme cette parenthèse pour revenir à cette question de... Excusez-moi. Parce que finalement, c'est le rôle aussi, professeur Arafi, c'est le rôle aussi de l'opposition d'évaluer les politiques publiques. Ça, c'est la 9e commission. Il y a une 9e commission au niveau de la première chambre, du Parlement, qui a été créée en 2014, qui est chargée d'effectuer des évaluations des politiques publiques, ce qu'on appelle la commission d'évaluation des finances publiques. Mais à votre information, jusqu'à l'heure actuelle, le Parlement n'a jamais évalué une politique publique. Ce qu'il le fait, il fait les auditions mensuelles de ce qu'on appelle, pour auditionner le gouvernement, ce qu'on appelle les politiques générales de l'État ou du gouvernement. Ça, ce sont deux terminologies différentes, deux concepts différents. Il y a la politique générale du gouvernement, il y a les politiques publiques. Jusqu'à l'heure actuelle, depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 2011, le Parlement n'a évalué aucune politique publique, tout simplement parce qu'il est désarmé techniquement, pédagogiquement, des moyens pour permettre une évaluation des politiques publiques, parce que l'évaluation des politiques publiques, il a une certaine orthodoxie méthodologique que le Parlement, jusqu'à l'heure actuelle, ne le maîtrise pas, et je pense qu'il n'est pas en mesure de la maîtriser avec les moyens dont il dispose déjà. Ce qu'il le fait, ils ont fait un certain, mais moi je suis tous les rapports de la 9e commission jusqu'à l'heure actuelle. Le rapport de la 9e commission au niveau de la Chambre de représentants qui n'existe pas au niveau de la 2e chambre. Donc ça, c'est une grande question pour laquelle on peut consacrer peut-être une émission. Mais celle-ci est justement consacrée à cette charte de la majorité et au rôle de l'opposition. Je vous repose la même question. Est-ce que vous pensez, comme ça a été évoqué par certains observateurs, que le rôle d'opposition aujourd'hui est obsolète? Aujourd'hui, je pense qu'il est très important qu'on ait une opposition institutionnelle. Si on n'a pas cette opposition institutionnelle au niveau du Parlement, je pense qu'on va vider le Parlement de sa substance et je pense qu'il y aurait une translation de cette opposition ailleurs, dans la rue. Et donc, il est important de donner à l'opposition la place qu'il méritait au sein du Parlement. J'ai beaucoup admiré dans ça cette logique d'ouverture du gouvernement sur toutes les composantes institutionnelles, y compris
l'opposition, que ce soit au niveau territorial ou c'est-à-dire au niveau des collectivités territoriales, notamment les régions, que ce soit au niveau du Parlement. J'espère que ce soit réalisé concrètement sur le terrain pour le bien de la nation. Donc, et même dans la déclaration, au niveau de la déclaration de Madame la ministre, il a essayé de mettre en exergue certains indicateurs à travers lesquels elle essaie de dire, voilà, en écoutant l'opposition, dans la mesure où 36% des amendements qui ont été acceptés émanent de l'opposition. C'est un bon signe. Et je pense, même constitutionnellement, l'opposition a sa place, étant donné qu'il doit présider un certain nombre de commissions permanentes, une commission permanente, je pense. Et pour votre information, dans le benchmarking international, les commissions similaires à la commission de contrôle des finances publiques, qui est la 9e commission au niveau de la Chambre des représentants, est traditionnellement présidée par quelqu'un de l'opposition. J'espère que ça serait le cas cette année, parce que les 2 mandats précédents ont été présidés par un membre de la majorité. La coalition. Professeur Sahibi, l'opposition et ce rôle de l'opposition. Oui, alors, est-ce qu'elle s'est est-ce qu'elle s'est manifestée jusque-là? Vous voulez peut-être une précision technique. Répondre à professeur Arafi, oui, c'est prévisible. Rapidement. Non, c'est important, parce que la thèse qu'il défend n'est pas recevable à mes yeux. Je vais expliquer pourquoi. Il dit que le gouvernement n'est pas habilité à évaluer les politiques publiques. C'est inexact. Quand un gouvernement présente un programme dans différents secteurs, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait en fonction d'objectifs, de mesures, etc. L'année suivante, il corrige ce qui a été corrigé par le Parlement, etc. Donc le gouvernement n'est pas un automate qui est chargé d'appliquer des algorithmes et des indicateurs neutres. Le gouvernement s'inscrit dans une démarche de faire et en même temps d'évaluer le faire. Et ça relève de l'évaluation des politiques publiques. C'est un registre tout à fait différent du contrôle du Parlement, qui est un contrôle constitutionnel. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas pour mission d'évaluer les politiques publiques. C'est comme ça qu'il y a des rencontres, il y a des commissions interministérielles, il y a des débats, etc. Donc sur ce plan-là, ma position est celle-ci. Maintenant, pour ce qui est de l'opposition, d'abord, l'opposition a un statut constitutionnel et politique qui est consacré donc par la nouvelle constitution de juillet 2011. 1. 2. Pour ce qui est de l'état de l'opposition, je ferai une distinction entre deux types d'opposition. Nous avons 3 partis qui sont dans l'opposition, c'est-à-dire le PJD, 4 partis, le PJD, le MP, l'UC et le PPS. Je mettrai le PPS à part. Pourquoi? Parce que c'est un parti qui est dans l'opposition depuis son départ du gouvernement en octobre 2018. Et donc, me semble-t-il, c'est le parti qui est le plus à l'aise pour rebondir dans l'opposition. Le cas du MP et de l'UC est intéressant parce que et de l'USFP est intéressant parce que c'était des partis qui étaient dans la coalition sortante et qui ont fait un forcing connu pour rejoindre la majorité dirigée par Aziz Akhnouch. Donc, ils ne se voyaient pas dans l'opposition, ils se trouvent dans des situations tout à fait inconfortables qui leur posent problème d'ailleurs dans leurs partis respectifs. Autre variante, le statut d'opposition de PJD, il a 13 députés, il en avait 125 dans le Parlement sortant. Évidemment, la difficulté pour lui, c'est d'être audible. 13 députés, ça ne permet même pas de former un groupe parlementaire, il en faut 20. Ensuite, faire l'opposition sur quoi? Alors qu'il revendiquait haut et fort le bilan du précédent cabinet. Et puis, il y a une contrainte majeure, c'est que tous ces partis à un titre ou à un autre, ont salué le nouveau modèle de développement. Donc la difficulté, c'est maintenant de dire « Ah oui, mais on n'est pas d'accord ». Alors évidemment, il y a le programme du nouveau gouvernement, la loi de finances, etc. Mais c'est difficile pour ces partis-là d'assumer une fonction d'opposition compte tenu de tous ces paramètres. Très bien. Bon, alors justement, parlons-en de ce projet de loi de finances
Idrissa Essaoui, est-ce qu'on peut dire clairement que le nouveau modèle de développement est amorcé au vu de ce PLF 2022, donc adopté en deuxième lecture vendredi dernier? Que doit-on retenir par rapport à cela, de ces amendements dans leur globalité, dans le cadre de l'application des recommandations de cette commission spéciale sur le modèle de développement? Je pense que déjà le collectif gouvernemental il est complètement engagé dans cette logique d'application des grandes tendances qui ont été décrites par le nouveau modèle de développement, particulièrement dans la gestion des affaires publiques. Et moi, je suis d'accord avec professeur Sahimi quand il dit que le gouvernement, il fait de l'évaluation des politiques publiques. À travers quoi? À travers des institutions comme l'Observatoire national du développement humain, qui ne cesse de faire des évaluations en profondeur avec des critères scientifiques, avec des critères mathématiques, pour dire que ça ne marche pas, ça marche. Donc il faut faire attention à cela. Mais alors, si on et quand vous dites qu'il faut faire attention à cela, c'est dans l'élaboration des politiques publiques. On n'est même pas dans l'évaluation, là on passe dans le volet élaboration et faire, ne pas faire fi finalement de ces rapports. Émanent-ils de commissions parlementaires ou de l'observatoire que vous venez de citer? Donc là, l'un dans l'autre... National, ouais. Et de toutes les manières, l'Observatoire national du développement humain, il est sous la responsabilité directe du chef du gouvernement. Il fait partie du collectif gouvernemental et les gens qui travaillent dedans sont payés justement sur les budgets de l'État. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'évaluation des politiques publiques. Ils les font parce que le gouvernement a besoin de cette distance, de dire j'ai fait des politiques, j'ai élaboré un certain nombre, une vision du développement, mais maintenant j'ai une institution qui me dit attention, pour l'éducation vous avez tel problème, pour l'environnement vous avez tel autre problème, etc. Pour la gestion de la jeunesse de manière générale, nous avons une approche qui n'est pas du tout celle que nous devrions avoir, et de toutes les manières, c'est dans cette mesure-là qu'il faut faire attention. Maintenant, le projet de loi de finances qui vient d'être abordé, vous l'avez dit dans la présentation, il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées. Pourquoi? Parce qu'une situation économique telle que celle que nous traversons ne permet pas d'avoir des ambitions au-delà de ce qui peut être possible. Maintenant, il faut aller justement vers ça. Et on ne peut pas interpréter une politique économique à travers un texte de loi, ni à travers une mesure technique qui est inscrite dans tel ou tel cahier de charges des politiques publiques. On ne le fait qu'à travers la volonté, qu'à travers ce qu'on veut faire, mais surtout la manière dont on veut faire. Et le Maroc est un pays qui a complètement dépassé les recettes classiques de gestion des gouvernements. On est dans une logique de développement qui s'inscrit dans le moyen et le long terme. Alors oui, parlons pour le court terme déjà, c'est Idrissa Essaoui. Bien sûr, le nouveau modèle de développement met l'humain au centre des politiques publiques, et qui dit humain, entre autres, il y a bien sûr ce projet de généralisation de la protection sociale. Mais moi, je voudrais évoquer un point qui touche beaucoup de Marocains. Vous avez parlé de conjoncture difficile. Et je m'adresse à présent à professeur Al-Arafi. Il y a un contexte international difficile, marché international, le coût de l'énergie. Bien sûr, tout cela a des effets très néfastes sur l'économie, mais aussi sur la poche du contribuable et du citoyen. Est-ce que vous pensez que parmi les amendements qui ont été adoptés, ou de manière beaucoup plus globale, ce projet de loi de finances aide-t-il le pouvoir d'achat du Marocain, en sachant qu'il est censé amorcer le nouveau modèle de développement? Et comme je le disais, je me répète peut-être, c'est l'humain qui est au centre des politiques publiques. Donc, est-ce que ces politiques publiques protègent la poche du citoyen? D'accord. Tout d'abord, ce que j'étais en train de présenter tout à l'heure, ce n'est pas une thèse, ce sont des rappels de certaines compétences qui sont expressément soulignées par la Constitution et la loi organique des finances. Donc, moi, j'étais un magistrat au niveau de la Cour des comptes, et on a travaillé sur plusieurs thématiques. Mais on n'a jamais dit qu'on était en train d'évaluer des politiques publiques. On était en train d'évaluer des programmes publics. Et donc, l'évaluation des politiques publiques, c'est une compétence du
du Parlement. Donc les avis divergent là-dessus. Mais voilà, passons, parce qu'il nous reste plusieurs points à discuter sur ce PLF, professeur Al-Arafi. Oui, je vais le discuter, mais je pense qu'il faut faire attention aux dispositions de la Constitution. Il faut les relire, tout simplement. Bon, je ferme. En ce qui concerne la loi de finances, donc il faut distinguer entre deux choses. Il faut distinguer entre l'aspect structurel de l'économie et l'aspect conjoncturel. La politique budgétaire, c'est une politique conjoncturelle, comme la politique monétaire. Les problèmes que traite le nouveau modèle de développement, c'est un problème qui touche les structures de l'économie, c'est-à-dire la croissance économique, le plein emploi, etc. Donc, revenons aux hypothèses ou les indicateurs. Moi, je vise les indicateurs prospectifs qui ont été soulignés dans le programme du gouvernement, dont en partie, ils ont essayé de les intégrer dans le projet de loi de finances. Aujourd'hui, le gouvernement il cherche de tabler sur un taux de croissance de 4% au cours des 5 prochaines années. Il veut créer 1 million de postes d'emploi nets au cours des 5 prochaines années. Il veut augmenter le taux d'activité des femmes de plus de 30% et ainsi de suite. Assurer le revenu de dignité pour les personnes âgées de plus de 65 ans de 2000 dirhams à l'horizon. Aujourd'hui, il y a un problème. C'est qu'au niveau des ressources, le potentiel des ressources de l'État il est assez limité. Il est aggravé même avec la conjoncture aujourd'hui, étant donné que le circuit économique ne marche pas qu'il le faut et les politiques anticycliques sont en crise aujourd'hui au niveau de la politique budgétaire. D'abord, il ne faut pas perdre de vue que le Maroc, plus que 86% de ses recettes, de recettes du budget de l'État sont des recettes fiscales. Donc, ils dépendent du circuit économique. Et ce circuit économique, il dépend de la demande. Et la demande, elle dépend de l'activité. Et donc, maintenant, je pense que le gouvernement doit faire... on va voir cette nouvelle revenant. Est-ce que ça facilite? Vous pensez que ce PLF, il facilite ou il complique la réforme fiscale, l'application de la réforme fiscale? La réforme fiscale, il va s'appliquer progressivement lorsqu'on a adopté la loi cadre. Mais il ne faut pas s'attendre parce qu'il y a une relation dialectique entre la politique fiscale et la politique économique. On a des mesures fiscales, on n'a pas une politique fiscale proprement dite. Et donc les mesures fiscales et donc la politique économique. Il faut que les mesures, il faut que la politique économique soit suffisamment capable à drainer des recettes davantage pour le trésor public, tout en veillant sur l'équité fiscale. Et il faut que la fiscalité soit un appui important pour la croissance économique. Et donc, c'est un dilemme. C'est un dilemme que le gouvernement doit le résoudre en répondant à ce qu'il avait dit au niveau de son pacte, sa charte de gouvernement, une nouvelle vision. En attendant, je pense que la nouvelle vision, c'est comme le carré de Kaldor, le carré magique de Kaldor, où il faut, à mon avis, trouver une solution dans laquelle il doit combiner entre une maîtrise de l'inflation, avoir un centre extérieur, surtout on a avec la non-fixité du dirham, aussi avec... qu'on ait un taux de croissance et un taux d'emploi important. Donc, c'est 4 paramètres qui sont pratiquement antinomiques au niveau de la pratique. Mais le gouvernement, il doit trouver des solutions ingénieuses, des solutions bien réfléchies, en se conformant aux termes forts qu'il avait utilisés dans son pacte de majorité pour qu'on puisse faire de la loi de finances avec les mesurettes qu'il avait adoptées, mis à part les dépenses. Je ne parle pas des dépenses, je parle des recettes. Je parle des recettes, mais les dépenses, ça c'est un autre discours. Et donc aujourd'hui, on n'a pas une restructuration de la trame des recettes de l'État. Donc on a des mesures, parfois qui sont le produit d'un lobbying, parfois qui sont le produit de mesures techniques qu'on introduit sur l'IS, sur la contribution et ainsi de suite. Et donc, il ne faut pas donner à la loi de finances il faut lui faire un appoint plus qu'il mérite. Très bien. Voilà. Professeur Srivi, vous en pensez quoi?
Je vous fais réagir par rapport à ce projet de loi de finances et encore une fois, hein, par rapport à la demande intérieure, par rapport au pouvoir d'achat du citoyen marocain. D'abord ceci, ce gouvernement a été contraint par un agenda. Il a été nommé, le chef du gouvernement a été nommé le 7 octobre, le gouvernement a été formé le lundi suivant, 4 jours après, le 12, et il y avait la contrainte constitutionnelle de la loi organique des finances qui impose que le projet de loi de finances soit déposé avant le 20 octobre. C'est-à-dire que ce gouvernement n'a eu que 10 jours pour présenter une loi de finances. C'était récemment qui soit conforme à ses objectifs et à ce qu'il voulait. D'autant que la grosse partie de cette loi de finances, du projet de loi de finances, avait été préparée par le précédent cabinet. Donc il y a là déjà un élément éclairant pour justifier le fait que cette loi de finances n'est sans doute pas la loi de finances qu'aurait voulu cette nouvelle majorité. Premier point. Deuxième point pour la loi de finances 2022, deux chiffres. Il y a 500... il y a des charges qui sont de 520 milliards de dirhams, c'est-à-dire les dépenses, et il y a des recettes de 460 milliards de dirhams. Il faut trouver 58 milliards de dirhams pour boucler l'exercice 2022 dans des conditions normales. Il y a une privatisation qui est prévue de 5 milliards de dirhams, elle va passer à 10 milliards de dirhams, et il y a pas d'autre solution que l'endettement. Et donc c'est un endettement qui, aujourd'hui, nous sommes à 78% de taux d'endettement par rapport au PIB, non seulement l'endettement du Trésor à l'international, mais aussi la dette interne. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas propre au Maroc. Tous les pays sont dans des systèmes d'endettement. La France est à 120% d'endettement par rapport à son PIB. Donc il faut aller dans l'endettement, il n'y a pas d'autre choix, mais à condition que cet endettement s'inscrive dans une politique économique. Je finis sur un point. Vous savez, les ressources financières existent. Quel est le secteur qui se porte le mieux dans la masse monétaire marocaine? C'est l'argent détenu par les particuliers qui n'est pas dans les banques. Il faut lire, il y a un rapport de la Banque centrale qui dit ça. Donc c'est cet argent-là qu'il faut essayer d'insérer, d'introduire dans le marché économique. Et pour ça, il faut quoi? Il faut de la confiance. C'est pour ça que je reviens à ma problématique de départ. Il faut restaurer la confiance pour créer une nouvelle situation. Et cette confiance ne peut se créer que par une bonne communication pédagogique entraînant l'adhésion et par le portage et l'incarnation de réformes à dimension politique. On ne sortira pas de cette équation si l'équation politique est mise de côté et minorée. Et puis, il y a la volonté, et le fait qu'il y a une intelligence collective, il y a un potentiel. Les Marocains sont encore dans une crise sanitaire et socio-économique qui a commencé en mars 2020. Ils ont fait montre de responsabilité, de maturité. Ils sont prêts à accompagner ce processus-là à condition qu'on leur explique le cap, le calendrier et les conditions, et puis que l'effort soit également et équitablement réparti entre toutes les composantes de la population. Justement, le point d'orgue, donc, c'est la communication. Merci beaucoup, professeur Srahmi. Une dernière question pour Driss Issaoui. Il nous reste quelques minutes. Par rapport justement au rétablissement de cette confiance, il y a un montant record d'investissement public. Encore faut-il qu'il booste la demande intérieure. Donc, pour rester dans le projet de loi de finances, quelle est la prochaine étape et surtout les prérequis pour que ces investissements publics colossaux soient créateurs de richesse et de croissance et de points de croissance surtout? Il est évident que la confiance ne peut pas être rétablie sans une application stricte, sans une application honnête de tout ce qui était prévu par le projet de loi de finances, même si l'actuel gouvernement n'a pas été aux commandes des finances publiques quand il a élaboré son budget. Non, aujourd'hui, ils ont les moyens et je pense qu'ils vont s'atteler à exécuter la prochaine loi de finances avec le maximum de rigueur. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par maximum de rigueur? C'est qu'on n'est pas dans une logique, d'ouverture
complète de tout ce qui touche aux finances publiques. Non, on sera dans une logique d'exécution disons, de tout ce qui a été élaboré comme principe. On a les objectifs, comme on a dit, de 2035 du projet de développement, mais nous avons également des objectifs qui sont liés aux endettements de l'État, parce que la dette extérieure va être gonflée. Et c'est tout à fait normal. Il faut qu'on accepte le fait que le pays puisse fonctionner avec un léger déficit qui peut nous aider à rattraper les choses par la suite parce qu'il va créer une dynamique économique. C'est ça le plus important. Parce que si on s'attache à appliquer les choses de manière bête et méchante, des règles de la comptabilité publique, ça veut dire que nous allons droit vers le mur et que finalement, on n'aura aucune possibilité de pouvoir entrevoir l'avenir avec des yeux beaucoup plus, disons, dans une optique plus intelligente et plus ouverte sur l'avenir. Merci beaucoup. Un dernier mot, professeur Al-Rafi, pour boucler la boucle. Seulement, je veux attirer l'attention du public sur certaines choses au niveau de la loi de finances, parce que sur le calcul même du déficit, il n'est pas correct. Je vous le confirme. Du calcul n'est pas correct. Allez voir la balance que présente le tableau du financement qui est présenté dans la loi de finances. Vous allez remarquer les recettes de privatisation de M. Sahimi avait citées. Ils sont indiqués dans les recettes ordinaires. C'est contre les normes de FMI. Donc les 5 milliards devraient être calculés après le calcul des besoins de financement. Donc c'est pour financer le déficit, ce n'est pas pour calculer le déficit. Ça, c'est un. Deuxièmement, au niveau de la dette, la loi de finances, elle parle uniquement de la dette du Trésor, pas la dette publique. Il faut faire le distinguo entre les deux. La dette du Trésor, ce sont les dettes qui sont contractées par l'État directement. Mais il y a l'OCP, il y a d'autres établissements publics qui contractent des prêts au nom de l'État marocain. Ils sont ce qu'on appelle les hors-bilans. Et donc, ces dettes ne sont pas intégrées dans la dette de l'État. Si on intègre, et je pense au rapport de la Cour des comptes là-dessus, il est bien clair là-dessus. Si on rajoute les dettes qui sont garanties par l'État à la dette au Trésor, on est au-delà de 80%. Donc, penser à l'endettement, c'est une catastrophe. Très bien. Ça serait une catastrophe. Et je le lis avec l'investissement. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de drainer l'investissement extérieur. Allez voir dans la littérature des investissements étrangers directs, vous allez remarquer que le premier indicateur qu'un investisseur important qu'il remarque au niveau d'une économie nationale, c'est le taux de l'endettement. Quand le taux de l'endettement est trop élevé, il a la crainte de venir. Et donc, aujourd'hui, la solution est dans la création de la richesse, la création de la valeur ajoutée au niveau de l'économie marocaine, ni dans la privatisation, ni dans la dette. Je vous remercie. C'était l'objet de ma question, donc drainer de la richesse et créer de la richesse à travers justement ces investissements publics colossaux qui sont prévus dans ce projet de loi de finances. Professeur Al-Rafi, encore une fois, merci beaucoup. Professeur Mostafa Sahibi, c'est un plaisir de vous recevoir et toujours un plaisir renouvelé de recevoir et d'échanger aussi avec Sidris Issaoui. Merci messieurs d'avoir enrichi ce débat ce soir. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée. Thank you.